mon général, qu'est-ce que vous pensez de la situation de la France aujourd'hui, premièrement? Et deuxième question, les sujets les plus brûlants, qu'est-ce que vous pensez de la volonté manifestée par le président de la République d'intervenir peut-être en envoyant des troupes en Ukraine? Alors là, vous me posez plusieurs questions. Bon, je ne fais pas ce qu'on appelle la politique politicienne. En revanche, je m'intéresse à la géopolitique et à la géostratégie. Et là, on est servi. Parce que ce qui se passe actuellement en Europe, l'Europe qui devait être théoriquement protégée de toute guerre, est confrontée à un conflit à ses limites nord, en Ukraine. Mais c'est pas la première guerre de haute intensité en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui. On pourrait parler de la Yougoslavie, aussi de la dislocation de la Yougoslavie. Alors je fais d'ailleurs un rapprochement entre les deux. La dislocation de la Yougoslavie, c'est en quelque sorte les prémices de ce qui se passe en Ukraine. Il fallait abaisser la Russie, et ce qui se passe en Ukraine, c'est aussi d'une certaine manière, à l'origine, une tentative menée par la CIA, aujourd'hui on le sait, et les États-Unis, et l'OTAN, mais l'OTAN c'est le bras armé des États-Unis, d'abaisser la Russie, voire, c'est ce qui était dans les intentions premières, de disloquer la Russie. On voulait, les Américains avaient imaginé, vous savez, il y a des concepteurs de la c'est pas moi qu'il faut le dire, de la géopolitique états-unienne, et ça remonte à loin. Mais il y a bon, je passe là-dessus, mais vous le savez, il y avait une volonté de disloquer la Russie que les Américains considéraient comme l'héritière de l'URSS. Elle l'est d'une certaine manière, mais avec un abandon de l'idéologie communiste et une volonté de se rapprocher de l'Europe. C'était ça. Et le danger était aussi là pour les États-Unis de voir une Russie se rapprocher des pays européens, au plan économique, au plan politique, etc. C'est ce qu'a essayé de faire Vladimir Poutine dans les débuts. C'est exactement ça, lorsqu'il participait au G7+1, au G8. Et donc, disloquer la Russie en une Russie d'Europe, grosso modo, qui aurait été vaincue, donc malléable, et puis 2 ou 3 territoires en Asie centrale, en Sibérie, qui auraient été des protectorats américains. Le but étant évidemment d'encadrer l'ennemi futur des États-Unis, qui est déjà l'ennemi présent, mais enfin pas de manière aussi exacerbée, la Chine. La Chine, avec la ceinture maritime au sud, la 7e flotte, et puis le Japon, enfin, les alliés anglo-saxons, Australie, Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, et Taïwan, évidemment, qui est le prétexte à cette querelle qui monte entre les États-Unis et la Chine. Et donc, avec ces 2 ou 3 protectorats états-uniens, il est évident que la Chine se trouvait à la fois face à une menace maritime et face à une menace terrestre. Voilà comment je fais l'analyse de l'Ukraine. Alors le déclenchement, maintenant on le sait, vous savez, quand on regarde les choses, on peut prendre un événement brut. Et à ce moment-là, on devient un idéologue parce qu'on ne va pas à la racine des événements. Si on regarde l'événement déclenchant de cette guerre, c'est évidemment l'entrée en guerre de la Russie, enfin en guerre, une opération militaire spéciale de la Russie dans l'est de l'Ukraine. Ça, c'est le 24 février 2022. Tout à fait, c'est ça. Mais pourquoi ? Comment ça s'est fait? Pourquoi les Russes sont entrés dans cette zone russe et russophone et peuplée de Russes, en tout cas favorable à la Russie? Pourquoi? Eh bien, si vous regardez, c'est une affaire qui remonte à 2012-2014, avec la manipulation des gouvernements successifs d'Ukraine, les manigances de la CIA, d'un personnage qui vient de démissionner, Victoria Nuland, qui a agi... Secrétaire d'État américaine, bien sûr, adjointe. Et donc, cette préparation des Ukrainiens à cette guerre. Comment? Eh bien, en massacrant, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, en bombardant leurs propres compatriotes dans cette zone du Donbass. Donc, évidemment, la Russie ne pouvait pas laisser faire de telles actions. Non seulement ça, mais également l'OTAN. L'OTAN qui n'aurait pas dû subsister à la fin de l'URSS. L'OTAN, c'était face au pacte de Varsovie, même si le pacte de Varsovie a été créé en 1955, un peu plus tard que l'OTAN. L'OTAN n'aurait pas dû subsister, puisqu'il n'y avait plus de menace. Il n'y avait plus de menace. Mais non, les États-Unis ont décidé que c'était un excellent outil pour maintenir les Européens sous dépendance, avec d'autres outils, bien évidemment, et considérant que la Russie était l'héritière de l'URSS, d'encadrer la zone aujourd'hui conflictuelle par des pays adhérents à l'OTAN.
adhérents à l'OTAN et adhérents à l'Union européenne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Union européenne et OTAN, c'est un couple. C'est un couple. Voilà. Donc, si on ne regarde pas l'origine du conflit, évidemment, on peut dire que Poutine est un agresseur, mais qui a voulu qu'il agresse? Vous savez, je fais toujours, quand on me pose cette question, allusion à la dépêche d'Ems. La dépêche d'Ems, donc en 1870, où qui a été à l'origine du conflit entre la Prusse et la France, qui est à l'origine du conflit. C'est évidemment Napoléon III qui a déclaré la guerre à la Prusse, à Bismarck et au roi de Prusse. Eh bien, si vous analysez, il y a eu une manipulation voulue, une dépêche qui était tout à fait pacifique de la part du roi, que Bismarck a totalement manipulé. Ce qui fait que Napoléon III n'a pas eu d'autre solution que d'entrer en guerre contre la Prusse. Et Bismarck avait un intérêt. Et l'intérêt, c'était d'assimiler l'Allemagne du Sud pour en faire l'empire allemand contre lequel nous nous battrons en 1914-1918. Alors, je bois vos paroles, mon général, parce que je dis la même chose que vous. En fait, j'ai fait une réunion publique où je parlais de ça aussi. Bismarck avait dit qu'il allait agiter le chiffon rouge devant le taureau français. Et donc, il l'avait fait délibérément. Et il avait dit Napoléon III est une grande incompétence méconnue. C'était un type très intelligent, mais redoutablement intelligent, alors que Napoléon III est tombé même dans le panneau, parce qu'il y avait une différence de préparation. L'armée française avait, à part le chassepot qui était son avantage, le fusil, l'armée française avait 250 000 hommes et encore, alors que l'armée prussienne qui avait fait les batailles du Danemark de 1864, de Sadova de 1866, était suréquipée, 500 000 hommes qui venaient d'avoir remporté bataille sur bataille. Absolument, elle était préparée. Et en plus, l'état-major, il n'y avait pas que Bismarck, il y avait Moltke, etc., qui étaient des gens très intelligents. Alors que nous, on avait Napoléon III, et puis il y avait un type qui disait que on était prêt jusqu'au bouton de guêtre, c'était ça. Oui, absolument, c'est ça. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation Macron est une grande incompétence méconnue. Alors, est-ce que celui qui agite le chiffon rouge, d'ailleurs, qui peut-être moins la Russie que les États-Unis d'Amérique, agite le chiffon rouge devant le taureau français? Alors, vous savez, moi, je vais pas juger le président de la République parce que je vous l'ai dit, je fais pas de politique politicienne, mais je constate les faits. Nous avons une armée qui est excellente. C'est probablement une des meilleures armées du monde. C'est pas parce que je suis officier français que je le dis, c'est d'autres officiers étrangers qui le disent. Cela dit, l'armée française. L'armée française. D'autres officiers étrangers à l'armée française. Cela dit, c'est une armée qui a maintenu des capacités dans tous les domaines, et on dit qu'elle est échantillonnaire. Elle a surtout été faite pour répondre à des situations extérieures, à des situations d'OPEX, opérations extérieures. Elle est très apte à rétablir la paix, à maintenir, à séparer des belligérants, à faire des interventions. Elle l'a montré au Mali, elle l'a montré auparavant dans d'autres pays. Mais elle n'est plus, depuis la chute du mur de Berlin, et plus précisément depuis la dislocation du pacte de Varsovie, donc les années 90-91, elle n'est plus du tout une armée de haute intensité. Ce que l'on appelle la haute intensité aujourd'hui, c'est ce qu'on vit en Ukraine. Je suis convaincu que si nous avions les moyens, nous serions à la hauteur d'événements de ce type qui sont, à mon avis, peu probables, mais cela demanderait du temps. On ne peut pas du jour au lendemain, refaire une armée de blindés, avec des drones, avec une artillerie. Elle est magnifique, notre artillerie, mais elle n'est pas suffisante. Avec des lance-roquettes multiples, avec tout ça, avec le système informatique et électronique nécessaire, il faut du temps. Même si on accélère la production de tous ces matériels, ça n'est pas du jour au lendemain. Donc, il est très difficile de jouer là-dessus. Alors, vous allez me dire, mais il y a la bombe nucléaire, la bombe atomique. La France, c'est une des puissances nucléaires majeures. Mais cette bombe ne peut être dissuasive que si elle assure la protection des intérêts français, c'est-à-dire d'un pays souverain. Elle ne peut pas, sinon elle n'est plus dissuasive, elle ne peut pas assurer la protection d'autres pays. C'est incompatible, ça serait paradoxal. La dissuasion nucléaire ne peut assurer que la protection des intérêts français et surtout du territoire national. Donc nous n'avons pas, dans une opération qui ne serait pas la nôtre, l'utilité de l'armement nucléaire. Sauf si évidemment nous étions directement menacés, ce qui pourrait être le cas. Mais en l'occurrence, personne ne nous menace.
Ah, alors ça, c'est une grande question. Mais on va revenir. Mais en matière de matériel, on a beaucoup parlé des canons César. On parle beaucoup. Je crois que les avions d'assaut sont parmi les meilleurs au monde. Le Rafale est probablement le meilleur avion au monde. Le Rafale est sans doute le meilleur avion du monde. On a cette réputation. J'ai vu d'ailleurs qu'on est devenu les deuxièmes exportateurs mondiaux d'armement. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou le regretter. Il faut s'en féliciter, en tout cas pour l'industrie d'armement, pour les emplois qu'il y a. Si nous ne vendions pas notre armement, nous ne pourrions pas équiper notre armée. Voilà. Néanmoins, on n'a pas les missiles hypersoniques. On n'a pas le missile Kinjal, le missile Zircon, les trucs à 9900 km/h qui équipent l'armée russe. Je crois que c'est vrai et faux. Nous sommes très performants, par exemple, dans les missiles à trajectoire aléatoire. Oui. Les Russes le sont. Je crois que les États-Unis sont en retard, et puis d'autres puissances aussi. La Chine travaille là-dessus. Mais nous avons une DGA et des chercheurs, des ingénieurs militaires qui sont extrêmement performants. Ce qui participe aussi au respect que l'armée française suscite à l'étranger. Bon, elle a peut-être pas les effectifs, elle a peut-être pas la quantité nécessaire, mais elle a une technologie, des moyens technologiques remarquables. Mais vous n'avez pas répondu sur ma question sur les missiles hypervéloces à 10 000 km/h quand même. Oui, mais on travaille là-dessus. C'est vrai que, alors là, face aux États-Unis, si on imagine un conflit direct entre les... qu'à Dieu ne plaise, et puis surtout, la logique, on y reviendra peut-être, ne le veut pas, mais c'est vrai que des missiles hypervéloces, ça met New York, Washington, toutes les villes d'Amérique, enfin des États-Unis d'Amérique, à portée immédiate et quasiment instantanée de missiles russes. Et la France aussi, à partir de la base de Kaliningrad, par exemple. Par exemple. Et par ailleurs, les missiles antimissiles, les SS-400 russes, ils sont super performants. On dit qu'ils ont plusieurs dizaines d'années, 10 ans d'avance. Ça fait partie de l'Intox aussi. Hein. L'Intox russe. Oui, parce que l'Intox est réciproque. Un peu partout, on fait de l'Intox. C'est normal et ça fait partie aussi de la dissuasion. C'est pas seulement nucléaire, c'est aussi la qualité de l'armement, c'est aussi la volonté, c'est aussi un certain nombre de facteurs. Non, je pense que nous avons... on a des retards, par exemple, dans les drones. On a des retards aussi dans les missiles antimissiles. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans d'autres domaines, on a des qualités qui nous sont enviées par d'autres. Bon, je fais la défense de l'armée française, c'est un peu normal, allez-vous me dire. Mais je pense que si nous étions engagés dans un conflit aujourd'hui, nous n'avons pas les capacités suffisantes pour durer. Et c'est vrai qu'on n'a qu'une semaine de munitions ? Alors là, vous abordez un vaste problème. C'est vrai qu'il y a une nécessité de retour à la souveraineté. Nous n'avons plus de production, par exemple, de munitions de 5,56. Vous vous rendez compte ? Supposez qu'Israël fabrique des munitions de 5,56. Est-ce que vous croyez et que nous ayons besoin de ces munitions maintenant, vous croyez qu'Israël va nous en vendre ? Donc c'est un exemple, hein, évidemment, ça n'est pas la réalité. Mais quand vous avez des pièces détachées qui sont construites à l'étranger, croyez-vous que ça n'engage pas notre souveraineté ou notre capacité à durer? Donc il y a pour la défense, à moins que l'on change totalement de paradigme, une nécessité de souveraineté. Une nécessité de souveraineté. Mais est-ce que c'est pas incompatible avec notre appartenance à l'OTAN qui nous force à morceler entre les nations des programmes de telle sorte que chacun fasse une partie d'un tout et qu'on ne soit pas capable d'avoir une totale autonomie et indépendance dans la fabrication de nos propres matériels militaires? Vous savez mon avis, hein, j'ai écrit là-dessus. Je crois que la réintégration dans la partie intégrée de l'Alliance, hein, dans l'OTAN, a été une très mauvaise chose pour nous. Alors, pour que les gens comprennent bien ce que vous dites, la décision prise par Nicolas Sarkozy en 2009, 2010, pardon. Oui, ça doit être ça. En fait, de réintégrer le commandement militaire intégré de l'OTAN. Alors, on a eu un commandement anecdotique en récompense, mais c'est pas le commandement le plus intéressant. On est subordonné à un officier général américain, parce que l'OTAN est toujours dirigé par un Américain. Quelle surprise! Ça vous étonne? Moi non. 44 ans. Nous avons passé, depuis la décision du général de Gaulle de quitter l'OTAN, et il s'est d'ailleurs adressé, non pas au secrétaire général de l'OTAN à l'époque, mais au président des États-Unis. Sa lettre en disant, la France, hop. Ben oui, parce que moi, vous savez que nous, on propose la sortie de l'OTAN. D'ailleurs, de Gaulle avait dit, lorsque le communisme s'effondrera, l'OTAN devra disparaître. Alors c'est ce qui aurait dû se passer, l'Alliance Atlantique. Et pour sortir de l'OTAN, c'est l'article 13 du traité du 4 avril 49, donc le traité de l'Atlantique Nord. Et la sortie de l'OTAN se fait automatiquement. Il suffit que l'État qui sort prévienne
le gouvernement des États-Unis d'Amérique, et donc on en sort un an après, jour pour jour. C'est ce que je vous disais. Donc le secrétariat de ce traité, au moins ça a le mérite d'être clair, c'est le gouvernement des États-Unis. C'est exactement ce que je dis. Donc Sarkozy, le président Sarkozy nous a réintégrés dans la partie militaire de l'Alliance. Nous avions passé 44 ans en dehors de l'Alliance, et tout s'était très bien passé. On avait de bonnes relations avec les puissances otaniennes, mais on n'avait pas besoin, pour nos opérations en Afrique, d'être dépendant d'un commandement étranger. On avait parfois besoin d'avions, on avait parfois besoin de renseignements, mais on échangeait. On obtenait ce qui nous était nécessaire. Il n'y avait nullement besoin de réintégrer l'OTAN. Ça, c'est idéologique, cette réintégration. Et cette réintégration va de pair, à mon avis, avec cette espèce de comment dire, j'allais dire de collusion, mais c'est pas le terme approprié, entre l'OTAN et l'UE. L'UE, c'est je suis désolé de le dire, mais c'est en contradiction avec une défense souveraine. Nous avons besoin, pour assurer la protection de notre immense propriété nationale, si je puis m'exprimer ainsi, d'une armée qui ne dépend de personne, de personne d'autre que du gouvernement français. Je voudrais quand même, avant que nous nous quittions, revenir un peu sur l'Ukraine. J'appartiens à un groupe de réflexion qui s'appelle le Cercle de réflexion interarmée, le CRI. Nous sommes 60-70 officiers généraux et hauts fonctionnaires civils qui réfléchissons aux aspects géopolitiques. Là, par exemple, on a fait une étude récemment sur la bascule des États-Unis, de l'OTAN, de l'Ukraine sur Taïwan. Et s'agissant de l'Ukraine, alors que les Européens, surtout les Français, excitent le monde, nous avons fait un appel à un cessez-le-feu. Le pape aussi. Et le cessez-le-feu est une nécessité pour préserver des vies humaines. Après, il sera temps de dialoguer. De toute façon, il faudra rétablir des relations amicales avec la Russie. Je rappelle quand même que nous avons toujours un ambassadeur en Russie, et que tôt ou tard, il faudra à nouveau parler à monsieur Poutine. Donc, cette guerre ne sert plus à rien. La Russie a gagné, c'est clair. D'ailleurs, les États-Unis vont négocier avec la Chine et la Russie, si j'en crois l'information récente qui nous vient de l'ONU, sur le désarmement, directement. Et nous sommes en train de manigancer, je ne sais plus quelle orientation. Donc je crois, et je relais, si vous le permettez, l'appel de mes camarades et de moi-même, du Cercle de réflexion interarmée, pour un cessez-le-feu en Ukraine.